Lors de la lecture du testament, mon grand-père milliardaire m'a légué des millions de dollars. Je n'ai reçu que 50 dollars. Pas 50 000. Pas un chèque symbolique. Juste 2 billets tout neufs, glissés sur la table comme une simple formalité. Mon père a souri. Ce sourire qui dit « Je l'ai toujours su ». Mon frère a ri, sans même essayer de le cacher. Quelqu'un a murmuré « Des chiffres ». Je n'ai rien dit. Je suis resté planté là, à fixer l'argent dans mes mains, avec l'impression d'étouffer. Parce que mon grand-père n'avait jamais été négligent. Ni en affaires, ni avec les gens. Et là, j'avais l'impression que c'était intentionnel. En inclinant les billets sous la lumière crue du bureau, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Une petite marque, presque invisible, presque rien. Mais mon grand-père m'avait dit un jour, « Si tu veux cacher la vérité, mets-la là où personne ne se donne la peine de la regarder. » 1 heure plus tard, je me tenais dans une agence bancaire silencieuse et j'ai glissé ces 50 dollars sur le bureau. Le patron a baissé les yeux sur l'argent, puis s'est figé. Je m'appelle Hazel, et dans ma famille, on n'attendait jamais grand-chose de moi. Non pas par irresponsabilité, ni par échec, mais par discrétion. Tandis que mon frère Ethan avait appris très tôt à prendre la parole, à s'affirmer et à transformer chaque conversation en opportunité, j'ai appris à rester en retrait et à observer. Si mes parents louaient son ambition, sa confiance en lui, son avenir, ils me décrivaient avec plus de douceur. Hazel est mignonne. Hazel est facile à vivre. Hazel ne demande pas grand-chose. En réalité, il voulait dire qu'Hazel ne causerait pas de problème. Mon grand-père William était le seul à percevoir la différence. Aux yeux du monde, c'était un milliardaire, un homme qui avait bâti un empire à partir de presque rien. On se redressait à son entrée. Les banquiers riaient un peu trop fort à ses blagues. Les politiciens rappelaient en quelques minutes. Mais pour moi, il était simplement Papy Will, l'homme qui buvait son café noir, qui détestait le bruit inutile et qui pensait que le silence en disait plus long sur une personne que tous les mots. Alors que sa santé déclinait, la famille se retrouva soudainement très occupée. Tout le monde venait lui rendre visite, mais jamais longtemps. Mon père arrivait en costume sur mesure, regardait sa montre 2 fois et disait « Papa, je voulais juste prendre de tes nouvelles. J'ai une réunion. » Ma mère apportait des fleurs qui restaient intactes dans le vase. Ethan est venu une fois, s'est arrêté près de la porte et a dit « Tiens bon, grand-père. Tu es fort. » Puis ils sont repartis, et la pièce semblait toujours plus vide après leur départ. Je restais, non pas parce que je pensais que cela me ferait du bien. Non pas parce que j'espérais de la gratitude. Je restais parce que quelqu'un devait le faire. J'ajustais ses oreillers quand sa respiration devenait superficielle. Je lui lisais le journal à voix haute quand sa vue baissait. J'écoutais les mêmes histoires encore et encore sans le corriger, même quand j'en connaissais déjà la fin. Un après-midi, alors que la lumière du soleil filtrait faiblement à travers les stores de l'hôpital, il a tendu la main et a pris la mienne. Sa prise était fragile mais ferme. « Tu entends ça » a-t-il demandé doucement. « Tu entends quoi » ai-je murmuré. « Le silence. »« La plupart des gens en ont peur, » dit-il. Il me regarda, puis me fixa intensément, comme s'il connaissait mon visage par cœur. « Tu n'as pas peur, » poursuivit-il. « C'est pour ça que tu es encore là. » J'avalai ma salive avec difficulté. « Bien sûr que si. » Il esquissa un sourire. « Non, tu as peur d'être invisible. C'est différent. » Je ne sus quoi répondre. Une autre fois, tard dans la nuit, alors que les machines bourdonnaient doucement et que le monde semblait lointain, il dit quelque chose qui me marqua. « L'argent ne révèle pas qui sont les gens, » murmura-t-il. « Ils enlèvent juste le masque plus vite. » Et ara es dausmant. On dirait que tu prépares quelque chose. Ses yeux brillèrent d'une lueur que je ne parvins pas à déchiffrer. « Peut-être bien, » répondit-il. Je croyais que c'était l'effet des médicaments. J'ignorais qu'il avait déjà décidé de qui je serais. Quand il est décédé, ce fut en silence. Pas de dernières paroles dramatiques. Pas de longs adieux. Juste le lent relâchement de ma main, puis plus rien. Je me souviens d'être resté là, immobile, à ressasser la même pensée. Maintenant, je suis vraiment seul, car la seule personne qui m'ait vraiment vue, qui n'a jamais eu besoin que je sois plus grande, plus intelligente ou différente, n'est plus là. Et j'ignorais que, même après sa mort, mon grand-père veillait encore sur moi. Les funérailles étaient exactement comme il l'aurait souhaité. Simples, sobres, sans discours superflu. Des costumes noirs remplissaient la petite chapelle. Des chaussures cirées étaient alignées le long de l'allée, des fleurs blanches disposées avec une précision chirurgicale. Tout semblait coûteux. Tout semblait respectueux. Et pourtant, rien de tout cela ne paraissait réel. Je me tenais au fond, les mains jointes devant moi, observant ma famille interagir comme des acteurs qui avaient trop bien répété leur rôle. Mon père parlait d'une voix basse et posée, serrant des mains et hochant la tête solennellement.
Ma mère essuyait ses yeux devant des fleurs soigneusement choisies. Ethan se frayait un chemin à travers la foule avec assurance, acceptant les condoléances comme si elles lui étaient destinées. Personne ne s'arrêtait à côté de moi. Personne ne me demandait si j'allais bien. Il n'en avait pas besoin. Dans cette famille, on ne posait jamais cette question si la réponse n'apportait rien. J'entendais des chuchotements flotter dans la pièce. D'où mes perçants. Alors, à votre avis, combien a-t-il laissé? J'ai entendu dire que la propriété à elle seule vaut une fortune. Ethan est probablement prêt à passer à autre chose. Chaque phrase résonnait comme une petite coupure silencieuse. Je me disais de ne pas écouter. Je me disais que ce n'était pas le moment, mais le chagrin rend les gens sensibles d'une manière inattendue. Chaque mot semblait plus fort, chaque regard plus lourd. À un moment donné, j'ai croisé le regard de mon père de l'autre côté de la pièce. Un instant, j'ai cru qu'il allait venir me voir. Dire quelque chose, n'importe quoi. Au lieu de cela, il a hoché la tête brièvement et a repris sa conversation sur les détails pratiques. L'avocat nous contactera la semaine prochaine, a-t-il dit à quelqu'un à côté de lui. On s'occupera des détails. Comme si je n'étais pas là. Après la cérémonie, les gens commencèrent à partir rapidement. Pas de longues étreintes, pas de souvenirs partagés avec chaleur, juste des adieux polis et des projets déjà faits pour la suite. L'argent a ce pouvoir. Il nous tire vers l'avant et nous empêche de rester trop longtemps dans le passé. Au cimetière, tandis que le cercueil était descendu dans la fosse, j'ai senti quelque chose se briser en moi. C'était fini. La fin de la seule relation de ma vie qui n'ait jamais été conditionnelle. J'avais envie de crier. J'avais envie d'exiger que quelqu'un remarque à quel point c'était injuste. Au lieu de cela, je suis restée là, silencieuse, car le silence était mon point fort. Plus tard dans la soirée, c'est moi qui suis retournée dans la vieille maison de mon grand-père. Pas mes parents, pas Ethan. Moi. L'endroit sentait légèrement la poussière et les vieux livres. J'ai parcouru lentement les pièces, effleurant les objets familiers comme s'ils allaient disparaître si je ne le faisais pas. Son horloge sur la commode. Le fauteuil près de la fenêtre où il avait l'habitude de s'asseoir l'après-midi. Le bureau où il gardait ses notes manuscrites. Des chiffres griffonnés dans des lignes tendues et délibérées. Je me suis assise sur cette chaise et me suis enfin autorisée à pleurer. Pas fort, pas de façon théâtrale. Juste assez pour laisser la douleur s'apaiser. Quelques jours plus tard, une enveloppe est arrivée par la poste. Papier épais, écriture formelle, la lecture du testament de William Carter. L'adresse était celle d'un cabinet d'avocats du centre-ville. La date était soigneusement entourée d'un cercle bleu. Mes mains tremblaient en la tenant. Je n'attendais pas grand-chose. Je m'étais entraînée à ne rien attendre. Pourtant, une petite pensée dangereuse s'est glissée avant que je puisse l'arrêter. Peut-être se souvenait-il de moi. J'ai plié la lettre avec précaution et l'ai posée, ignorant qu'une fois entré dans ce bureau, tout ce que je croyais savoir de ma place dans cette famille serait mis à l'épreuve en public. Le cabinet d'avocats était plus froid que je ne l'avais imaginé. Non pas par la température, mais par l'atmosphère. Bois poli, verre dépoli, fauteuil en cuir disposé en parfaite symétrie, comme si la pièce elle-même nous rappelait qui avait sa place et qui n'en avait pas. Je suis arrivée quelques minutes en avance et me suis assise à l'opposé du bout de la table, me faisant instinctivement toute petite. Un à un, les membres de ma famille entrèrent. Mon père, Richard, s'avança d'un pas droit et s'assit comme si la chaise l'attendait. Ma mère le suivit, les lèvres pincées. Ethan entra en dernier, détendu, sûr de lui, souriant déjà comme s'il savait comment cela allait se terminer. Personne ne me salua. Personne ne me demanda comment j'allais. L'avocat, Daniel Ross, s'éclaircit la gorge et ouvrit le dossier devant lui. Nous sommes réunis pour lire le testament de William Carter, dit-il calmement. Mon cœur se mit à battre la chamade. Le premier nom était celui de mon père. Richard Carter, lut Daniel, un héritage total de 5 millions de dollars. Mon père se laissa aller dans son fauteuil, une satisfaction fugace traversant son visage avant d'être dissimulée par un hochement de tête solennel. Ma mère a reçu 3 millions de dollars. Elle expira un souffle qu'elle retenait et prit la main de mon père. Puis Ethan, 2 millions de dollars. Il ne chercha même pas à cacher son sourire. Il jeta un coup d'œil dans ma direction, haussa les sourcils et marmonna. Je te l'avais bien dit. Je fixai mes mains. N'attends rien. Je me répétais. Tu le savais. Daniel marqua une pause et tourna la page. Et Hazel Carter. Un silence s'installa. Pour Hazel Carter, la somme de 50 dollars. Un instant, je crus avoir mal compris. 50, pas 50 000. Pas un geste symbolique accompagné d'un objet sentimental. Juste 50. Un rire brisa le silence. Celui d'Ethan. Waouh, dit-il en secouant la tête. C'est poétique, gloussa quelqu'un d'autre. Je ne levai pas les yeux pour voir qui. Mon père sourit,
pas avec ironie, pas ouvertement, mais avec la satisfaction tranquille de quelqu'un dont les vieilles convictions viennent d'être confirmées. Ça prouve quelque chose, dit-il d'un ton léger. Mon père savait qui était pragmatique et qui ne l'était pas. Ma mère évita soigneusement mon regard. Je sentis la chaleur me monter aux joues, puis retomber, me laissant un sentiment de froid et de vide. J'attendais la suite de l'avocat. Une explication, une lettre, un dernier message. Mais Daniel a simplement fait glisser 2 billets sur la table vers moi. « Veuillez signer ici », a-t-il dit d'un ton neutre. Professionnel. J'ai ramassé l'argent. Il me paraissait plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. La pièce vibrait doucement autour de moi. Des chuchotements, des chaises qui bougeaient, le soulagement silencieux de ceux qui avaient obtenu exactement ce qu'ils étaient venus chercher. Personne ne m'a adressé la parole. Personne ne m'a demandé si j'allais bien. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas protesté. Je ne me suis pas défendu. Je me suis contenté de fixer les billets dans mes mains, car mon grand-père n'avait jamais été négligent. Et lorsque j'ai légèrement incliné l'argent sous la lumière du plafonnier, je les ai vus. Une petite marque si discrète qu'elle aurait pu être une erreur. Bien que je sache que non. J'ai plié les billets soigneusement, les ai fourrés dans mon sac à main et me suis levé. Je crois que c'est terminé, ai-je dit doucement. Personne ne m'a arrêté. En sortant du bureau, j'ai entendu Ethan rire à nouveau derrière moi. Mais pour la première fois, quelque chose en moi ne s'est pas brisé. Cela s'est réveillé. Je ne suis pas rentré chez moi tout de suite. Je suis resté assise dans ma voiture, dans le parking souterrain du cabinet d'avocat. Le moteur était éteint, mes mains toujours crispées sur mes doigts. Mon sac à main. Mon reflet me fixait depuis le pare-brise, pâle, tendu, mais étrangement concentré. 50 $. Je sortis à nouveau les billets et les lissai soigneusement sur mes genoux. La plupart des gens les auraient fourrés dans leur portefeuille et oubliés, ou les auraient déchirés de colère, ou en auraient ri et fait comme si de rien n'était. Mais mon grand-père m'avait appris à regarder de plus près. Les détails, disait-il en tapotant le côté de son carnet. C'est là que se cache la vérité. C'était troublant. J'inclinai les billets sous la faible lumière du garage. Ils étaient là, encore une fois. Une petite ligne, presque comme une éraflure, près du numéro de série. Pas au hasard, pas par accident. Une marque sur le premier billet, une autre sur le second. Mon pouce accéléra. Je vérifiai les numéros. Sur un billet, 3 numéros étaient légèrement soulignés. Sur l'autre, 2 autres, placés avec une telle précision qu'ils devaient avoir une signification. Ce n'était pas une tâche. Ce n'était pas de l'usure. Quelqu'un l'avait fait exprès. C'est lui qui a fait ça, pensai-je soudain. Cette pensée me fit frissonner. Un frisson me parcourut. Mon grand-père avait toujours été méticuleux. Il détestait laisser les choses inachevées, les détails insignifiants. S'il n'avait rien voulu me laisser, il n'aurait pas accordé la moindre importance à ces 50 $. À moins que cet argent ne soit l'héritage, à moins qu'il ne soit la clé. Je traversai la ville en voiture sans vraiment y penser. Mes mains étaient crispées sur le volant. L'adresse me revint instinctivement, comme un vieux classeur enfoui dans ma mémoire. La vieille banque, celle où mon grand-père avait ses habitudes depuis des décennies, celle en qui il avait confiance quand il ne faisait confiance à personne d'autre. Le hall était silencieux à mon arrivée. Sol en marbre, lumière tamisée, une odeur de papier et de cire. J'avais l'impression de pénétrer dans un autre monde, un monde où les voix restaient basses et les secrets bien gardés. Je m'approchai de l'accueil, le cœur battant la chamade. Je dois parler au directeur de l'agence, dis-je en essayant de garder une voix calme. C'est au sujet de mon grand-père, William Carter. L'expression de la réceptionniste changea aussitôt. Un instant, merci. Quelques minutes plus tard, on me fit entrer dans un bureau privé. L'homme derrière le comptoir. Il se leva à mon entrée. Cheveux gris, regard perçant, calme et professionnel. « Je suis Monsieur Thompson », dit-il. « Comment puis-je vous aider, mademoiselle Carter ?» Je ne perdis pas de temps. Je déposai les 2 billets sur son bureau et les lui tendis. « Ils m'ont été légués par mon grand-père », dis-je. « Et je crois qu'il les a remarqués. » Monsieur Thompson fronça légèrement les sourcils, puis prit l'argent. Au premier abord, il parut ennuyé, poli et indulgent. Puis ses yeux se plissèrent. Il se pencha, retourna les billets, vérifia les numéros de série, puis s'immobilisa. Il devint si livide que j'en fus surprise. « Où avez-vous trouvé ça ?»« Vous le savez déjà, » répondis-je. « De la part de William Carter. » Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il se leva, se dirigea vers la porte et la verrouilla doucement. Puis il retourna à sa chaise et me regarda avec une expression inattendue, du respect. « Ces marques, dit-il lentement, ne sont pas une coïncidence. » J'en eus le souffle coupé. « C'est une séquence de vérification, poursuivit-il. Et si j'ai raison,
Vous êtes la seule personne qui aurait pu les apporter ici. J'eus le vertige. Qu'est-ce que cela signifie? Murmurai-je. Monsieur Thompson joignit les mains sur le bureau. Cela signifie, dit-il, que votre grand-père a laissé quelque chose en dehors du testament. Quelque chose que personne d'autre n'avait le droit de toucher. La pièce me parut soudain trop petite. Et l'argent? Demandai-je. Il examina de nouveau les billets. L'argent? Dit-il doucement. Ce n'était qu'une invitation. La voix de mon grand-père résonna dans ma tête. Si tu veux cacher la vérité, mets-la là où personne ne se soucie de la regarder. Et pour la première fois depuis la lecture du testament, je compris. Le véritable héritage ne m'avait pas été annoncé dans le bureau froid. Il m'avait été remis directement entre les mains. Monsieur Thompson ne semblait pas pressé. Il se laissa aller dans son fauteuil et étudia mon visage, comme on le fait pour évaluer la quantité de vérité qu'une personne peut supporter d'un seul coup. Avant d'aller plus loin, dit-il prudemment, je dois confirmer votre identité. J'ai hoché la tête, les mains tremblantes, en lui tendant ma carte d'identité. Il l'a examinée, a tapé quelque chose sur son ordinateur, puis a marqué une pause le temps que l'écran réagisse. Sa mâchoire s'est crispée presque imperceptiblement. C'est exactement comme il l'a dit, a-t-il murmuré. Comme qu'il a dit, ai-je demandé. Votre grand-père. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Monsieur Thompson s'est levé et s'est dirigé vers une grande armoire métallique fixée au mur derrière lui. Il l'a ouverte avec une clé, puis un autre code, avec l'aisance d'un expert. Il y a un coffre-fort privé ici, a-t-il expliqué. Enregistré uniquement au nom de William Carter. Il est hors testament, hors succession, complètement indépendant. J'ai eu la gorge sèche. Pourquoi personne d'autre n'était au courant? Il m'a alors regardé, le regard fixe. Puisque votre grand-père nous a demandé de n'en parler à personne, a-t-il dit, à moins qu'on nous apporte une preuve. Il a posé les 2 billets à côté d'un document sur son bureau. Ces marques, a-t-il poursuivi, font partie d'un système de vérification qu'il a lui-même conçu. Il pensait que les chiffres disent la vérité si on sait les lire. Sa voix était bien la sienne. J'ai suivi M. Thompson dans un couloir silencieux, l'air se rafraîchissant à chaque pas. Nous nous sommes arrêtés devant une lourde porte et il a composé un code inconnu. La porte s'est ouverte avec un léger clic. À l'intérieur se trouvait une petite pièce tapissée de coffres-forts. Il en a déverrouillé un et l'a poussé. Je n'étais pas préparé à ce que j'ai vu. Des lingots d'or soigneusement rangés reflétaient la lumière. Des dossiers étiquetés avec des noms de sociétés que j'ai immédiatement reconnus. Des documents d'investissement, des obligations, des comptes. J'ai senti mes jambes flancher. Ceci, ai-je murmuré. Il s'agit d'environ 32 millions de dollars, a conclu M. Thompson calmement. J'ai soigneusement couvert ma bouche, les larmes brouillant ma vue. Mais ce n'était pas l'argent qui me serrait le cœur. C'était l'enveloppe posée au-dessus de tout le reste, simple, couleur crème, avec mon nom écrit de la main familière de mon grand-père. Couleur noisette. Mes mains tremblaient lorsque je l'ai ramassée. Il l'a laissé spécialement pour vous, a dit. Dousman M. Thompson. On nous a dit de ne jamais l'ouvrir. J'ai hoché la tête, à peine capable de respirer. Nous sommes retournés au bureau et, une fois assise, j'ai enfin ouvert l'enveloppe. Le papier à l'intérieur était soigneusement plié, comme s'il avait pris son temps, comme s'il savait que je le ferais. Ma chère Hazel, si tu lis ceci, c'est que tu as vu ce que les autres n'ont pas vu. Cela me confirme déjà que j'avais raison. Les larmes ont coulé sur mes joues avant même que je puisse les retenir. Je t'ai donné 50 $, non pas parce que tu le méritais, mais parce que j'avais besoin que tu voies la vérité de tes propres yeux. L'argent ne change pas les gens. Il ne fait que supprimer les excuses. J'entendais sa voix dans ma tête, calme et assurée. Je voulais que tu observes, souriant, riant, restant silencieuse face à l'humiliation. Ces réactions ont plus de valeur que n'importe quel discours lors d'un enterrement. Ma poitrine s'est serrée douloureusement. Tu étais la seule à être restée quand il n'y avait plus rien à gagner. Tu n'as rien demandé. Tu n'as pas insisté. Tu n'as pas joué la comédie. C'est pourquoi j'ai confiance en toi. J'ai serré la lettre contre ma poitrine, les épaules tremblantes. Il l'avait vu. Tout. L'argent dans cette boîte n'est pas une récompense. C'est une responsabilité. Protégez-vous avec. Construisez une vie qui ne vous oblige pas à mendier le respect. Et quand ils viendront, ils se souviendront de ceci. Un amour dépendant de l'argent n'a jamais été un véritable amour. J'ai essuyé mes yeux et lu la dernière phrase. Ne vous rabaissez plus, grand-père. Le silence qui suivit fut comme sacré. Monsieur Thompson s'éclaircit la gorge avec précaution. Votre grand-père a également laissé des instructions légales, dit-il. Si vous souhaitez poursuivre, nous pouvons immédiatement mettre en place une fiducie, anonyme et protégée. Personne ne peut y toucher sans ton consentement. J'ai pris une profonde inspiration.
Dehors, ma famille était probablement en train de fêter ça, de compter les points et de faire des projets. Ils pensaient que l'histoire était déjà terminée. Mais tandis que je pliais soigneusement la lettre et la remettais dans l'enveloppe, j'ai réalisé quelque chose. Ce n'était pas la fin. C'était le moment où tout commençait vraiment. Et la prochaine fois que ma famille me regarderait, ils ne verraient plus ce silence. Ils ne m'ont pas laissé beaucoup de temps. 3 jours. C'est tout ce qu'il a fallu pour que la vérité éclate. J'étais encore en train de digérer tout ça, de repasser les lettres de mon grand-père dans ma tête, quand mon téléphone s'est mis à sonner sans arrêt. Des appels que j'ai ignorés. Des messages que je n'ai pas ouverts. Des messages vocaux manqués qui s'accumulaient comme des signaux d'alarme. Je savais qui c'était. Je ne m'attendais juste pas à les voir en personne. C'était en début de soirée quand on a frappé. Sans politesse, sans hésitation, sèchement et avec impatience, comme si la porte leur devait quelque chose. J'ai regardé par le Judas. Mon père, ma mère et Ethan, tous debout là, avec des gestes assurés. Leur visage exprimait une inquiétude mêlée d'impatience. Je pris une lente inspiration et ouvris la porte. « Hazel », dit aussitôt ma mère en s'avançant. « Il faut qu'on parle. » Ils entrèrent sans y être invités. Mon père parcourut mon appartement du regard, scrutant les meubles, les étagères, l'espace silencieux, comme s'il cherchait des indices. « Tu as gardé cet endroit très modeste, » dit-il. « Interessant, répondait. Rien. Ethan s'appuya contre le comptoir, les bras croisés, un sourire aux lèvres. Papy ne pensait pas que tu avais besoin de rénovation, hein, finis-je par dire. Pourquoi êtes-vous là? Mon père n'a pas hésité. On est au courant pour ce compte, a-t-il dit d'un ton sec. Ce que tu n'as pas mentionné. L'atmosphère s'est tendue. Je ne vois pas de quoi tu parles, ai-je répondu calmement. Il a reniflé. Ne nous insulte pas. Quelqu'un à la banque parlait. On sait que c'est plus de 30 millions. Ma mère m'a attrapé le bras. J'ai reculé d'un pas. Chérie, a-t-elle dit doucement. Ça ne doit pas être une dispute. On est une famille. Itanari. Oui, la famille. Ce truc que tu as oublié dès que tu es devenu riche. Quelque chose a craqué, pas bruyamment, mais distinctement. Vous vous êtes moqué de moi, ai-je dit pendant la lecture du testament. Vous vous souvenez de ce silence, ai-je poursuivi d'une voix ferme mais incisive. Quand j'ai reçu $50, est-ce que l'un d'entre vous m'a défendu? Est-ce que quelqu'un a dit que c'était injuste? Mon père a froncé les sourcils. Ce n'est pas la question. C'est justement la question, ai-je dit. C'est exactement la question. Ethan a levé les yeux au ciel. Bon. Et alors? Grand-père avait ses raisons. Il a toujours. Je te favorisais de toute façon. Les yeux de ma mère se remplirent de larmes. Hazel, merci. Tu sais que ton frère a des projets, des investissements. Cet argent pourrait nous aider tous. Voilà, dis-je doucement. Le ton de mon père se durcit. On ne te demande pas. On te dit de faire ce qui est juste. Partage-le. Garde la paix. Je sentais mes mains trembler, mais je ne laissais rien paraître. Ce qui est juste, répétai-je. Selon qui? Selon le sang, siffla-t-il. Je fouillai dans mon sac et en sortis un dossier. Selon la loi, dis-je en le posant sur la table. Ils se figèrent. Qu'est-ce que c'est? Demanda Isen. Les dernières volontés de mon grand-père, répondis-je. Celles dont vous n'étiez pas au courant. J'ouvris le dossier et leur tendis les documents. Ce compte est placé en fiducie, poursuivis-je. Séparé du testament, parfaitement légal, entièrement protégé. Le visage de mon père s'assombrit. Tu as planifié ça. Non, dis-je. C'est lui. Ma mère murmura. Hazel, ne fais pas ça. J'ai croisé son regard. Je ne fais rien. J'honore ses dernières volontés. La voix d'Ethan s'est faite plus tranchante. Tu te crois supérieur à nous maintenant? Non, ai-je répondu. Je crois que j'en ai fini d'être inférieur. Mon père s'est redressé. Si tu ne partages pas, tu peux contester. J'ai acquiescé d'un signe de tête. Tu peux toujours essayer, ai-je dit. Mais il y a une clause dans le testament. Tout litige légal annule ton héritage. Un silence s'est abattu sur la pièce. Le sourire d'Ethan s'est effacé. C'est un canular. On l'a lu à voix haute, ai-je dit. Tu étais là. Mon père a serré les dents. Ma mère nous a regardés tour à tour, paniqués. Tu ne ferais pas ça, a-t-elle murmuré. Je le fais déjà, ai-je répondu. Ils sont restés là un long moment, réalisant leur erreur. Finalement, mon père s'est tourné vers la porte. Tu vas le regretter, a-t-il dit. Peut-être. Mais quand la porte s'est refermée derrière eux, le silence qui a suivi n'a pas été vide. C'était un soulagement. Pour la première fois de ma vie, je ne me préparais pas au choc. Je restais ferme, et j'en étais certaine. C'était le moment pour lequel mon grand-père m'avait préparé depuis toujours.
Le silence après leur départ ne s'est pas arrêté cette nuit-là. Il s'est étendu. Au début, c'était subtil. Mon téléphone a cessé de sonner. Les conversations de groupe ont disparu. Les invitations auxquelles je ne m'attendais pas se sont soudainement fait remarquer par leur absence. J'ai été rayé du calendrier familial sans un mot. Les anniversaires sont passés. Les fêtes sont arrivées et reparties. Pas de message, pas d'explication, juste le silence. Je mentirais si je disais que ça ne me faisait pas mal. Certains soirs, je restais assise seule sur le canapé, les yeux rivés sur mon téléphone, me demandant si j'étais allée trop loin, si j'avais été trop dure, si choisir de m'occuper de moi avait signifié choisir la solitude. Parce que personne n'en parle vraiment. On vous dit de poser des limites. On vous dit de protéger votre tranquillité. On ne vous dit pas à quel point on peut se sentir vide au début. Mes parents ne l'ont pas fait. Ethan m'a bloqué sur les réseaux sociaux. Je l'ai découvert par hasard en essayant de consulter son profil, il avait disparu. Je suis resté planté devant l'écran blanc plus longtemps que je n'aurais dû. Voilà. J'avais enfin dit non. Et c'était le prix à payer. Je me suis concentré sur le travail, sur la routine, sur le fait de mener une vie volontairement simple et tranquille, comme mon grand-père l'avait fait malgré sa fortune. Je n'ai pas acheté de plus grande maison. Je n'ai pas changé de mode de vie. Je n'ai rien publié en ligne. L'argent est resté où il était, protégé, intact, invisible. Car la vérité, c'est que l'argent n'avait jamais été ce que je voulais. Ce que je voulais, c'était la sécurité. Quelques semaines plus tard, je me trouvais dans le couloir d'un tribunal, signant des documents pour finaliser la fiducie. L'avocate m'a tout expliqué en détail, insistant sur des mots comme protection, consentement, contrôle. Cela garantit que personne ne pourra vous faire pression, a-t-elle dit gentiment. Ni maintenant, ni plus tard. J'ai acquiescé. La pression avait marqué toute mon enfance. C'était la première fois que je m'en sentais libéré. La vie a repris son cours, discrètement. J'ai rencontré Lily. 1 an plus tard. Elle est née un mardi matin pluvieux, toute petite, le visage rouge, parfaite. Quand l'infirmière l'a déposée dans mes bras, quelque chose en moi s'est complètement transformé. Je l'ai regardée et j'ai fait une promesse que je n'ai pas prononcée à voix haute. Tu n'auras jamais à mériter l'amour en te rabaissant. Mes parents ne sont pas venus à l'hôpital. Ils n'ont pas envoyé de fleurs. Ils n'ont rien demandé. Et, étonnamment, cela ne me brisait plus. Car, tandis que je regardais Lily dormir contre ma poitrine, ses petits doigts enroulés autour des miens, j'ai compris quelque chose que mon grand-père avait toujours su. La famille ne se définit pas par ceux qui se présentent quand il y a de l'argent à gagner. Elle se définit par ceux qui restent quand il n'y a rien à y gagner. Pourtant, parfois, tard le soir, quand le monde était silencieux, je me demandais si cette distance était permanente, si la porte que j'avais fermée se rouvrirait un jour. Je n'ai pas cherché la réponse. J'avais appris que la paix ne vient pas de la volonté de changer ceux qui refusent de changer. Elle vient du choix d'un avenir différent. Et j'étais enfin prête à en construire un, même si je devais. Je l'ai fait sans eux. Ma vie n'a pas changé du jour au lendemain. Il n'y a pas eu de victoire spectaculaire, pas de tournée d'excuses, pas de prise de conscience soudaine de la part de ma famille. Le changement a été plus discret, plus sûr. J'ai avancé lentement, avec méthode. J'ai travaillé avec des avocats et des conseillers qui ne répondaient qu'à moi. La fiducie que mon grand-père avait préparée est devenue un rempart que je n'avais ni à expliquer, ni à justifier, ni à défendre. Pour la première fois, personne ne pouvait m'emprisonner dans la culpabilité. Personne ne pouvait me menacer avec ma famille. Personne ne pouvait me rabaisser pour son propre confort. Et je ne me sentais pas puissante. Je me sentais sprotke. Tandis que Lily grandissait, j'ai bâti une vie selon les enseignements de mon grand-père. Simple en apparence, solide au fond. J'ai investi avec soin. J'ai mis de côté un avenir pour ses études. J'ai discrètement fait des dons à des associations qui soutenaient les femmes ayant besoin de protection juridique. Des femmes à qui l'on disait que c'était ça, la famille, car je savais à quel point cette phrase pouvait être dangereuse. Parfois, on me demande si je le regrette, si je regrette de ne pas avoir partagé, si je regrette d'être partie. Si je regrette d'être qualifiée de froide ou d'égoïste. Non, car le regret vient d'eux. Agir contre sa propre vérité. Et pour une fois, je ne l'avais pas fait. Mon grand-père ne m'a pas laissé $50. Il ne m'a même pas laissé des millions. Il m'a donné la lucidité. Il m'a montré qu'il rirait de mon humiliation, qu'il resterait silencieux, qu'il ne me contacterait que par intérêt. Et surtout, il m'a révélé qui j'étais quand j'ai enfin cessé de demander la permission d'exister. Son dernier don n'était pas de l'argent. C'était le courage de dire non. La force de rester seul et la liberté de fonder une famille où l'amour ne serait jamais confondu avec le contrôle. Quand je regarde Lily aujourd'hui, riant sans peur, grandissant sans condition,
Je comprends le véritable héritage. Ni la richesse, ni la vengeance, ni la reconnaissance, la Parks. Et cet héritage valait bien plus que chaque dollar qu'il m'a laissé.